Nous allons passer à notre prochain invité. Il s'appelle Tommy, il est jeune, il est beau, il est performant. Il va nous parler des meilleurs outils pour identifier des sociétés de qualité. Nous sommes donc au sommet de l'investisseur, vendredi 20 septembre, il est 11 heures et tout de suite, on va retrouver Tommy de la société Zone Bourse. Bonjour Tommy. Salut Nicolas, tu vas bien? Tout va bien, écoute, nous avons à peu près 4000 personnes en direct pour le début de cette belle journée. Nous sommes prêts à t'écouter. Tu es analyste donc chez Zone Bourse qui est l'un de mes partenaires et de business et de cœur, hein, puisque j'ai fait un de mes premiers stages dans cette société en 2006-2007, qu'on a travaillé ensemble en 2008, le lancement des portefeuilles à partir de 2009. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Franck Morel, le PDG de cette belle société située à Annecy, au bord du lac. Vous avez une sacrée chance d'être là-bas. Je te propose d'afficher ta présentation. Allez. Et puis, tu vas pouvoir nous dire quelques mots sur toi, sur Zone Bourse, sur tes outils. Je rappelle pour ceux qui ne le connaissent pas que Tommy fait de très beaux articles sur Zone Bourse, que je mets souvent en avant sur les réseaux sociaux. Et notamment, tu as mis en place une sélection qui s'appelle le Momentum Peak, avec une très belle performance sur les indices américains. Donc voilà, tu vas nous parler un peu de tes outils, des entreprises de qualité, mais avant toute chose, voilà, je te laisse te présenter et présenter Zone Bourse. Merci pour cette belle présentation Nicolas. Bonjour à tous, bienvenue dans ce live. J'aimerais te remercier pour ton invitation Nicolas. Et voilà, une petite conférence de 1 heure sur la thématique du stock picking et plus précisément donc les meilleurs outils pour identifier les entreprises de qualité. Donc commençons tout de suite. Je vais me présenter. Je m'appelle Tommy Duzièche. Donc je suis, comme tu l'as dit, analyste financier et co-gérant donc chez Zone Bourse. Donc je suis amené à analyser les sociétés, à rédiger des articles, des conseils, voilà, pour nos clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Donc je peux rédiger des articles sur la macroéconomie, sur les entreprises, sur la psychologie de l'investisseur. Je sais que tu es aussi très sensible à ça. Voilà, et puis je co-gère aussi avec Franck Morel, donc le CEO de Zone Bourse, comme tu l'as dit, les portefeuilles Zone Bourse, les 3 portefeuilles Zone Bourse. Et je participe aussi par ailleurs au développement de Zone Bourse en général, donc, et des outils avec les développeurs. Donc c'est un petit peu le sujet de la conférence d'aujourd'hui. Zone Bourse, c'est quoi? C'est un site web, c'est un portail financier en fait. Et d'ailleurs, on est bien placé puisqu'on est numéro 1 de l'information financière en France. Donc on a à peu près 15 millions de visites mensuelles sur Zone Bourse. Pour replacer un petit peu Zone Bourse, c'est 4 millions de visiteurs uniques par mois. Donc on est vraiment une plateforme réputée en France, mais pas seulement en France. On est aussi présent en Europe et à l'international, puisqu'on a 13 éditions et on est présent dans 180 pays sous les marques Zone Bourse en France et Market Screener à l'international. Et voilà, c'est un site avec beaucoup de choses. J'aurais pas le temps de tout vous expliquer aujourd'hui, mais allez voir. Donc il y a des milliers de news, des articles par notre équipe d'analystes, et voilà, des dizaines même de milliers de sociétés cotées en direct avec toutes les informations dont vous avez besoin pour investir. Les actionnaires, les cotations, les indices, les matières premières, les cryptos, des articles, des décryptages, des news, les super podcasts aussi d'Anthony Bondin tous les matins pour nous parler des marchés. Vraiment, c'est un site sur lequel je passe mes journées. Et t'es pas le seul, Nicolas, d'ailleurs. Donc on a, comme tu l'as dit, beaucoup de news. On a aussi voilà, des analyses, des décryptages par notre équipe d'analystes, de journalistes. Une base de données sans équivalent alors, sur les sociétés cotées, que ce soit les états financiers, les cotations, les graphiques, les prévisions des analystes, les consensus, etc. Mais aussi des solutions pour les investisseurs, donc nos portefeuilles, que nos clients particuliers professionnels peuvent répliquer depuis chez eux, nos conseils, un espace investisseur pour suivre son portefeuille, et aussi des outils, notamment donc, un stock screener, des listes thématiques. Alors, on va essayer de voir un petit peu ça aujourd'hui. On va se concentrer sur ces outils-là. Donc déjà, j'aimerais commencer par le commencement.
c'est-à-dire pourquoi investir dans des entreprises de qualité? Quel est l'intérêt pour un particulier d'investir dans des entreprises de qualité? Tout simplement pour la performance. Premièrement, ce qu'on peut voir, c'est que les valeurs de qualité qu'on peut regrouper dans des indices, en fait, notamment par exemple le MSCI World Quality, qui est présent ici sur la slide. Donc depuis 1983, sur 30 ans, le MSCI World Quality a réalisé une performance de plus de 2 fois et demi supérieure à celle du MSCI World. Donc c'est une performance notable et voilà, donc c'est non négligeable ce surplus de performance. Donc Sur pour ceux 30 qui ans, ne connaissent pas, le MSCI World, c'est 1500 les 1550 plus grosses sociétés de la planète. Et en fait, tu as fait la même chose. Enfin, MSCI a créé le même indice, mais seulement avec les fameuses valeurs de qualité dont tu veux nous parler aujourd'hui, quoi. exactement, elle a pris en gros les 300 plus belles boîtes de qualité dans le MSCI World. Et chaque année, elle remet à jour, bien sûr, régulièrement son indice. Donc la performance annualisée, voilà, sur 40 ans, elle est 2 fois et demi supérieure. La performance sur 30 ans également, donc de 94 à aujourd'hui. Pour vous situer, le MSCI World Quality, c'est 12% par an contre 8,5% pour le MSCI World. Donc c'est 3% et demi par an. Ça peut paraître pas beaucoup, mais en fait, cumulé avec les intérêts composés, on sait bien que ça fait une différence énorme à la fin sur une vie d'investisseur. Si on regarde le temps plus court, sur 14 ans, on voit que sur les 14 dernières années, le MSCI World Quality a surperformé 10 années sur 14 son indice de référence. Et en 2003, par exemple, en 2023, par exemple, c'est 32% de performance contre seulement, entre guillemets, seulement 24% pour le MSCI World. Donc, c'est un surplus de performance dès qu'on passe sur des horizons long terme, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et cette performance, donc, on la regroupe sous le facteur quality. Donc, il faut savoir qu'il y a d'autres facteurs d'investissement. Il peut y avoir le value. Je sais que William Egan est notamment très attaché à ce facteur-là. Il y a aussi le facteur equal weighted, le facteur low volatility, momentum, growth, high dividend yield. Donc, il y aura beaucoup d'anglophones comme ça, mais voilà, c'est Est-ce qu'on se focalise sur la dynamique? Est-ce qu'on se focalise sur la qualité, sur la faible volatilité? Quel est le critère que l'on préfère dans son investissement, en fait? exactement. Et on se rend compte en fait que le MSCI World Quality et le facteur qualité en général surperforment les autres facteurs à long terme et avec plus de stabilité. C'est ce qu'on va voir juste après. Donc, une performance sur les 10 dernières années donc de 13,5% par an. C'est la meilleure performance de tous les facteurs d'investissement. Et donc, c'est là où c'est le plus intéressant, c'est que non seulement cette performance se fait avec, il y a une surperformance par rapport au MSCI World. Donc là, ici, c'est de 99 à 2023. Donc 2% de plus par an, sachant qu'on est passé par des crises, la crise des dot-com, des subprimes. Donc un facteur assez résilient. Et ça s'est fait avec moins de volatilité. Donc la volatilité, c'est une mesure du risque, comme peut l'être le bêta, le ratio de Sharpe, etc. Et donc ce surplus de performance est fait avec moins de volatilité. Et la volatilité, c'est tout simplement un indicateur de dispersion des rendements boursiers par rapport à une moyenne sur une période donnée, donc ici de 99 à 2023. Il mesure tout simplement l'écart type. Donc, et cette volatilité, voilà, elle peut être considérée comme une mesure du risque. Ici, la volatilité annualisée, c'est 14,9% par an contre 15,9% de l'indice de référence. Donc on voit que non seulement on surperforme, mais on le fait avec une volatilité qui est moindre. On peut aussi analyser d'ailleurs d'autres facteurs pour regarder le risque. Donc on a vu la volatilité, on peut voir aussi ce qu'on appelle le bêta. Ici sur la MSCI World Quality, il est de 0,9 contre forcément de 1 pour le MSCI World. Donc le bêta, c'est le coefficient qui va mesurer la volatilité relative d'une valeur par rapport à son indice de référence. Donc il mesure le degré de sensibilité d'un actif par rapport à son marché. Et là on peut voir voilà, que ça se fait cette surplus de performance avec un bêta plus faible et aussi un ratio de Sharpe qui est plus élevé. Donc le ratio de Sharpe, j'aimerais aussi préciser ce que c'est. C'est tout simplement une mesure qui indique la rentabilité de l'investissement au regard du taux sans risque et de la volatilité de l'actif.
Donc on mesure tout simplement la performance au regard du risque-prix. C'est ça qu'on cherche en investissement en permanence, c'est toujours maximiser la performance en réduisant le risque. Et donc on soustrait voilà, le taux sans risque de la performance de l'actif et on va diviser par le tout par l'écart type. Donc plus le ratio est élevé, plus l'actif est intéressant par rapport à son benchmark et peu risqué. Et là on voit que voilà, c'est 0,69 de 94 à aujourd'hui contre 0,44 pour le MSCI World. Donc encore une fois, un risque moindre. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que cette surperformance, avec ce moindre risque, se fait aussi sur toutes les zones géographiques. On peut voir sur la plupart des zones géographiques. Donc ici, je vous ai mis, il y a l'Europe, l'Asie, les États-Unis, les pays développés, les pays émergents. Donc cet indice, ce FAC qualité, voilà, il marche sur l'ensemble des zones géographiques et sur l'ensemble des horizons de temps, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est la question que j'allais te poser, Tommy, Oui. et que nous posent désormais les auditeurs dans le chat. Mais quelle est cette fameuse qualité? Quels sont les critères qui permettent justement de mettre les sociétés dans cette case? Qu'est-ce qu'une entreprise de qualité? Pourquoi ça surperforme? Tout à fait, Nicolas. Donc on a vu l'intérêt déjà d'investir sur une entreprise de qualité. Après, finalement, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise de qualité? Parce que on entend souvent ce mot, un petit peu ce mot valise, qui est employé pas forcément à bon escient. Donc on assimile souvent une entreprise de qualité à une entreprise qui est dotée d'un modèle économique résilient, d'un avantage compétitif durable, important, d'une certaine résilience, d'une croissance qui est supérieure par rapport à ses pairs, par rapport au secteur. On parle aussi de pricing power, d'un certain leadership dans son secteur. Donc c'est une définition qui est assez malléable, assez qualitative. Mais nous, on va chercher à mettre du quantitatif, de mesurer concrètement ce qu'est la qualité, d'accord, pour avoir une définition qui est précise. Et ensuite, aller chercher les entreprises de qualité sur quelque chose de précis. Donc, qu'est-ce que nous dit la recherche scientifique? Donc, là, je vais vous demander 2 petites minutes de concentration. Donc, le facteur qualité peut être considéré comme une sorte d'enfant borgne, en fait, des facteurs d'investissement qui ont été définis par Farmer French en 96, qui a été complété par la suite en 97 par Cart. Donc, en plus du CAPM, le modèle d'évaluation des actifs financiers, donc on a le SMB et le HML. Donc, le SMB, c'est tout simplement le Small minus Big. Donc, c'est la différence en fait des rendements entre les titres de grande capitalisation boursière et de ceux de petite capitalisation boursière. Et on a le HML, le High minus Low. Donc c'est tout simplement la différence entre les rendements des titres chers et peu chers. Ce qu'on pourrait réduire par le value versus growth. Et le SMB, c'est plutôt les big cap versus les small cap. Donc on voit que c'est 2 facteurs qui expliquent la performance excédentaire. Et donc c'est comme ça qu'on définit les facteurs. Donc c'était les premiers en fait, Farmer French à arriver avec ces facteurs-là. Ce modèle a 3 facteurs. Ensuite, il y a Cart en 97 qui a rajouté le WML, qui a travaillé beaucoup sur le momentum. Donc le WML, ça veut dire winner minus loser. Donc c'est la différence des rendements des titres qui sont performants versus les titres qui sont peu performants. C'est-à-dire en gros, les titres qui performent bien sur les 6 et 12 derniers mois ont tendance à surperformer les 6 et 12 mois qui suivent. Et ensuite, toujours avec les travaux de Farmer French, ils ont rajouté 2 facteurs d'investissement qui nous intéressent aujourd'hui. C'est le RMW et le CMA. Donc le RMW, c'est le Robust Minus Weak. Donc c'est la différence de rendement des entreprises à forte rentabilité d'exploitation versus les entreprises à faible rentabilité d'exploitation. Donc c'est un facteur qui explique la performance. Et le CMA, donc le Conservative Minus Aggressive. Donc c'est la différence de rendement entre les entreprises qui investissent de manière plutôt agressive versus les entreprises qui investissent de manière plutôt conservatrice. Encore une fois, donc voilà, c'est les facteurs qui expliquent la performance excédentaire, c'est-à-dire la taille de la société, la valorisation, le momentum, mais aussi la gestion prudente et la rentabilité économique élevée. Et ce qu'on peut voir, c'est là que ça nous intéresse, c'est que le RMW et le CMA donc, montent à long terme.
Donc c'est juste quand on isole ces facteurs-là, on voit que, d'ailleurs le RMB c'est le seul facteur de tous qui a surperformé sur tous les cycles économiques depuis 1963. Donc il n'y a pas de phase de sous-performance, ça fait des années, ça fait plus de 100 ans voilà, qui surperforme. Et le CMA, voilà, sur la gestion plutôt conservatrice, également surperforme le marché. Donc si vous combinez les deux, vous avez quelque chose qui ressemble à la qualité finalement, une entreprise qui est rentable et qui a une bonne santé financière en quelque sorte. Donc voilà, c'est la définition de la qualité. Donc, la définition de la qualité qui a été plutôt malléable. On peut dire qu'elle regroupe ces deux facteurs-là, une rentabilité élevée et une gestion prudente. D'ailleurs, parmi les gestionnaires d'indices, notamment les stars dans les gestionnaires d'indices, c'est MSCI et S&P Global, on peut voir qu'en fait, ils ont aussi apporté leur propre définition basée sur ces recherches scientifiques. Qu'est-ce qu'est la qualité concrètement? Donc, ils ont défini des facteurs, pas des facteurs, pardon, des ratios, des données pour mesurer justement cette qualité. Donc, ils ont notamment pris le ROE, le Return on Equity. Donc, c'est tout simplement la rentabilité des capitaux propres. On le calcule tout simplement avec le résultat net par rapport aux fonds propres. On va prendre également le levier financier, qui ici, pour MSCI, ça va être le Debt to Equity, c'est-à-dire la dette nette par rapport aux fonds propres. Et enfin, le Earning Variability, donc c'est tout simplement la variabilité, la volatilité de la croissance des marges d'une année sur l'autre, sur une période de 5 ans. Donc ça, c'est la définition que met MSCI sur la qualité. Ensuite, S&P Global a aussi sa définition qui est très très proche de celle de MSCI. Donc c'est plutôt rassurant, ça veut dire que les deux leaders sont d'accord sur ce qu'est la qualité. Pareil, donc le ROE, le levier financier. Donc ils ont pris un ratio un petit peu différent pour le levier financier, c'est le total de la dette par rapport à la valeur comptable de la société. Et enfin, l'accrual ratio. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est un ratio qu'on pourrait traduire par ratio de régularisation ou d'accumulation. Voilà, ça mesure tout simplement l'évolution des actifs opérationnels nets par rapport à la moyenne des actifs opérationnels nets au cours des 2 dernières années. Et donc ce ratio peut donner une indication sur la liquidité de l'entreprise, dans le sens où si une augmentation des bénéfices est accompagnée d'une même augmentation de ce ratio, ça peut signifier que la liquidité des ventes n'ont pas forcément été perçues. Donc voilà, c'est des données à prendre en compte. Donc on va essayer de tirer la substantifique moelle de ce qu'est la qualité. Donc si on regarde ce que dit la recherche scientifique et ce que disent les grands indices, la qualité c'est quoi? C'est une rentabilité économique et financière qui est élevée, en prenant donc le ROE, le ROCE, ouais, il y a plusieurs types de ratios, mais le plus connu c'est le ROE. Il y a aussi le ROIC, le ROCE, le retour sur les capitaux totaux employés. Ensuite, il y a les marges. On va s'intéresser à la marge. On peut prendre la marge brute, la marge EBITDA, la marge opérationnelle, la marge nette, ou même la marge free cash flow. Ensuite, il y a le faible levier financier et une bonne liquidité. Voilà, la dette nette par rapport aux capitaux propres, par rapport à l'EBITDA, qui est une mesure très, très connue, et par rapport aussi au free cash flow. Et enfin, on va regarder aussi la stabilité, ce qu'on peut traduire par la visibilité. Donc, c'est une faible volatilité des marges, c'est une bonne visibilité sur les prochains résultats. On peut voir qu'il y a une corrélation qui est très forte en fait entre les entreprises qui ont une faible volatilité des marges et qui ont une bonne visibilité. C'est-à-dire les analystes sont plutôt d'accord sur le fait de dire que les résultats prochains seront dans une fourchette assez réduite. Donc c'est un signe que l'entreprise a une bonne visibilité et donc surprend rarement avec des gros gaps, quoi. Et C'est par rapport au consensus des analystes? oui, tout à fait. Donc c'est l'indice de surprise que vous mettez en avant sur Zone Bourse notamment? Entre autres, ouais, c'est ça. Ok. Donc voilà, c'est un petit peu les différents critères qu'on regarde pour une entreprise de qualité. Et Donc elle maintenant, gagne de l'argent, elle a des belles marges, une c'est bonne ça. liquidité et de la visibilité. On retrouve tout ce concept de gestion prudente et de rentabilité élevée. D'ailleurs, on peut voir que, je vous ai mis un petit graphique, les entreprises avec un ROIC super, donc le top 25% des entreprises avec le meilleur ROIC,
donc les retours sur les capitaux investis, surperforment largement les 25% des entreprises qui ont le ROIC le plus faible. Donc ça, c'est un facteur qui nous vient de Goldman, c'est un graphique qui nous vient de Goldman Sachs. Donc maintenant qu'on sait que la qualité surperforme et que on sait concrètement qu'est-ce qu'est la qualité, comment la trouver, on va utiliser les bons outils. Donc comment trouver les entreprises de qualité? Le réflexe, c'est d'aller sur Zone Bourse. Donc je vais basculer rapidement sur Zone Bourse. Donc il faut savoir que récemment, Zone Bourse a mis à jour ses fiches valeurs et qu'en gros, vous avez les données fondamentales dont tu nous parles depuis tout à l'heure, la croissance, les ratios, la dette, la visibilité, et que tout ça, vous les avez mis à disposition dans un screener qui vous permet de choisir des critères de zone géographique, de capitalisation, enfin tu vas nous les expliquer, mais grosso modo, vous avez toutes les données de pratiquement toutes les sociétés de la planète. C'est ça, pour le coup, on est numéro 1 en termes de référencement de l'entreprise. C'est le site. Donc c'est des millions, si ce n'est des milliards de data, Oui, puisqu'on parle également des années antérieures, parfois de 20 ans, 30 ans d'historique de tous ces ratios sur toutes les sociétés de toute la planète. Donc c'est complètement dingue. C'est ça, on a plus qu'à 10 ans d'historique sur les données financières, on a sur les graphiques, sur les cotations, on a encore plus, forcément. Et voilà, donc on a des dizaines de milliers de sociétés qui sont référencées, tous les continents, tous les tailles de capi, tous les styles. On a la plupart des indices. Donc c'est une base de données qui est très intéressante pour venir jouer et aller chercher des entreprises de qualité. Et puisqu'on a aussi beaucoup de critères fondamentaux, techniques, on va le voir. Donc le screener, ça se présente comme ça. Donc le stock screener, c'est un outil donc, concentré ici sur les actions, mais on peut voir d'autres screeners d'ETF, par exemple, si vous voulez chercher des fonds, des ETF, des produits de bourse, voilà, des screeners sur d'autres choses aussi. Là, on va se concentrer du coup sur le stock screener qu'on voit ici. Et on arrive ici. Donc, vous avez le stock screener avec les résultats de la recherche ici. Sur la gauche, une colonne avec tous les filtres que vous pouvez ajouter. Et en haut, ici, vous avez les critères de type que vous pouvez sélectionner, ranger, modifier, classer. Donc, on peut commencer tout simplement en choisissant une zone géographique. Choisir un pays, un continent. Par exemple, si on prend les États-Unis, parce que c'est le marché le plus large. C'est un peu ton marché de prédilection, les États-Unis. Un petit peu, ouais. En même temps, c'est là où on trouve les plus belles performances. Bah oui. Tout à fait. Ensuite, on peut choisir, par exemple, on peut chercher un indice, si on veut uniquement les entreprises du CAC 40, par exemple, ou une liste. On peut mettre son portefeuille, des dispersions et des watchlists, et analyser et travailler. Donc, on a fait ces watchlists pour revenir choisir des entreprises de qualité. Et sélection antérieure. Tout à fait. En fait, tu crées ta sélection, puis tu enregistres ta sélection. De telle manière, tu peux avoir une sélection de valeurs de croissance sur les États-Unis, d'avoir une sélection de valeurs value sur le marché français, etc., etc. Et à chaque fois, tu peux relancer la recherche. Exactement. Okay. Et donc là, si je continue un petit peu sur les filtres, on peut mettre des filtres de capitalisation. Donc là, j'ai mis une entreprise de plus de 1 milliard de dollars de capitalisation boursière. Des filtres de liquidité, donc ça, c'est des volumes qui sont échangés quotidiennement sur les 20 dernières séances. On peut venir choisir un secteur d'activité en particulier, faire une industrie, venir en profondeur chercher un secteur, un sous-secteur, un sous-sous-secteur, etc. Ensuite, vous avez des notes composites qu'on a créées qui sont tout simplement, vous avez la définition quand vous cliquez quand vous passez la souris, le nom. Donc ici, c'est une note qui combine plusieurs notes fondamentales qui sont destinées à un investisseur. Et ici, plutôt un trader. Donc là, c'est une vision plutôt long terme. Ici, plutôt une vision court terme. Nous, ce qui va nous intéresser, donc, c'est ce qu'on avait dit, la rentabilité, la profitabilité. Donc la profitabilité, on peut mettre, on voit ici, profitabilité. Donc ici, on peut voir que c'est le taux de marge nette de la société, basé sur le passé et les estimations des analystes. C'est-à-dire qu'on ne prend pas une année, on prend une moyenne sur plusieurs années. À la fois les années passées, l'année en cours et les 2 années dans le futur. Donc là, on va chercher par exemple à voir, donc vous avez une petite échelle sur 10, et donc si je mets le curseur au milieu, vu que c'est des notes relatives, on va trier et
analyser toutes les sociétés dans le monde et on va les comparer. Et donc là, on a les 50% des sociétés américaines, puisqu'on est sur le marché américain, avec la meilleure marge nette sur les 3 ans passés, l'année en cours et les 2 ans futurs. Vous avez également, par exemple, la marge EBITDA, donc, ici. Vous avez aussi la santé financière, donc la situation financière. Là, c'est un ratio de. On va regarder le dette net par rapport à l'EBITDA, ce qu'on a dit tout à l'heure sur les entreprises de qualité. On a mis la profitabilité, on a mis le levier financier. On peut mettre aussi le ROE, hop, par exemple ici, si je le mets dans le top 30%, donc 30% des sociétés avec le meilleur ROE aux États-Unis. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? On avait dit la visibilité, divergence des estimations. Donc, on va regarder qu'il y a Est-ce une qu'il y a forte. des grosses surprises ou non par rapport Est-ce que Ah non, c'est la divergence des Ouais, c'est analystes. Est-ce ça. qu'il y en a des très positifs et très négatifs? En gros, est-ce qu'ils sont d'accord sur le fait que le futur sera un endroit? Et on peut voir qu'il y a une forte convergence en fait entre la divergence des estimations et la stabilité des marges. C'est Est-ce deux que, notes qui est-ce sont que très quand corrélées. tu vois une convergence de l'avis des analystes, tu tombes sur des sociétés où la visibilité est plus forte? Est-ce que quand ils sont Exactement. tous d'accord, c'est que la Souvent, marge de manœuvre est relativement faible sur le fait de se tromper? c'est ça. Donc forcément, il y a les secteurs plus cycliques, les secteurs où il y a moins de visibilité vont être moins bien notés, souvent sous sa note. Et un léger biais sectoriel, mais aussi sur les entreprises de qualité, et même ce que fait LCI, un léger biais sectoriel aussi. C'est-à-dire que les entreprises, forcément, qui ont des business récurrents, qui ont une plus faible volatilité des marges et de la croissance, seront privilégiées. Donc c'est également le cas pour la divergence des estimations. Ces deux notes sont très très proches, comme tu le dis. Donc là, on a mis nos critères de qualité. On peut voir qu'on est passé de milliers de sociétés à seulement 236 sociétés. Donc là, on a fait un gros travail de filtrage. C'est quelque chose qui serait impossible à faire manuellement par une personne. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc là, c'est ce Donc que en peut faire quelques un screener. clics, tu passes de 60 000 sociétés cotées de la planète à 8 000 sociétés américaines. Avec des critères, tu arrives à 236 sociétés. Et là, tu peux encore augmenter la granularité si tu le souhaites. Exactement. On va pouvoir augmenter la granularité. Donc déjà, on a 236 résultats. Donc j'aimerais rapidement introduire aussi les nouvelles notes qui vont arriver. Donc ça, c'est une petite news. C'est pas encore Ah, en production, mais on travaille sur les développeurs travaillent sur des notes V3. Donc elles sont pas encore disponibles pour le grand public, mais on s'en sert pour améliorer en permanence les notes existantes. Et donc si je vais rajouter donc là, on est par-dessus, sur la version, c'est la version bêta que tu nous montres. là c'est C'est la ce sur quoi version vous êtes en train de travailler exactement. Là vous en êtes à avant-première. l'intérieur du, c'est ça. Donc là, si on rajoute Magnifique. des critères sur le levier financier, par exemple, euh, donc je cherche les entreprises, on rajoute le levier financier, mais cette notation, elle prend en compte non seulement un levier faible, mais aussi euh, une certaine régularité de ces notes. Que l'entreprise n'ait pas d'un coup explosé sa dette et reparti sur le droit chemin. Donc il faut aussi qu'il y ait une certaine régularité dans cette performance financière. On peut mettre la même chose pour les marges. Hop, je vous ai mis marge EBITDA, marge nette et marge EBIT, donc la marge opérationnelle. On peut mettre aussi donc le ROE, hop, même le ROCE, qui prend en compte la dette aussi. Et donc là, vous avez encore plus de. On peut mettre aussi la visibilité, puisque c'est la même note, mais améliorée avec, avec une certaine aussi. On va voir l'amélioration de cette note. C'est pas seulement est-ce que la note est bien aujourd'hui, c'est aussi est-ce qu'elle s'est améliorée au fur et à mesure. Donc c'est des choses Le intéressantes. momentum de notation. On peut dire ça comme ça. Ouais. Voilà, donc là vous avez beaucoup de résultats, vous voyez. Donc si je vous mets le MSCI World à côté, vous verrez c'est quasiment les mêmes sociétés, avec encore plus de qualité parce qu'on est allé encore plus loin qu'MSCI. On a rajouté plus de critères et donc vous avez Apple, Microsoft, Alphabet, Meta Platform, Visa, Mastercard, voilà des grands noms. Si on regarde dans les grands indices, euh, est-ce que j'ai la liste là? Voilà, les grands indices, voilà, vous retrouvez aussi ces mêmes sociétés, hein. Voilà. Donc, on va essayer d'analyser une. Al, Chipotle. Ouais.
par exemple, Copar, j'aime bien. Copar, elle est sympa. Elle est déjà passée dans notre portefeuille USA par le passé. C'est une boîte qui est très qualitative. Donc là, vous arrivez sur la fiche valeur. Donc c'est le deuxième outil. Après le stock screener, vous avez la fiche valeur. Euh, donc la Qui fiche viennent valeur, d'être refaites, hein. Là, vous avez des exactement. fiches valeurs ultra complètes avec les 12 menus, synthèse, cotation, graphique, actualité, société, finance, valorisation, etc. Ensuite, des sous-menus. Et ça vaut vraiment la peine Hmm, d'aller se balader là-dedans. tout à fait. Là, vous avez les formations que vous voulez. Par exemple, vous allez dans profil société. On peut commencer par ça. Donc, histoire de lire ce que fait l'entreprise, la répartition de son chiffre d'affaires. Donc, Copar figure parmi les principaux fournisseurs mondiaux de services de vente aux enchères et de revente de véhicules en ligne. On peut voir, si on va dans finance, segment d'activité, on peut voir la répartition du chiffre d'affaires. Donc, 82% se fait aux États-Unis. Ok, ça nous donne déjà une ordre d'idée de où elle est cotée aux États-Unis. Elle fait son chiffre d'affaires principalement aux États-Unis. Euh, donc, c'est une boîte qui a été fondée, il me semble, en 1942. C'est une belle société qui a pas mal d'historique. Elle a été cotée en 1994. Euh, voilà, donc c'est un spécialiste de la vente aux enchères. Hop, je vais vous mettre le compte de résultat. Donc c'est un spécialiste en fait de la vente aux enchères aux États-Unis de véhicules d'occasion et qui réalise la majeure partie de son chiffre d'affaires aux États-Unis, comme on l'a vu. Donc en fait, c'est le spécialiste de l'économie circulaire des véhicules accidentés. Donc c'est un groupe qui agit en qualité d'agent entre les compagnies d'assurance et les repreneurs de véhicules accidentés. Euh, Donc la majorité des revenus sont tirés en fait des frais de service qui sont perçus de l'utilisation de sa plateforme. C'est pour ça en fait que les marges sont assez peu volatiles, parce qu'il y a une certaine récurrence et une certaine répartition qui est idéale. Le marché de l'occasion, c'est un marché aussi qui est méconnu, le marché de l'occasion automobile, et pourtant qui est très dynamique, puisque c'est des ratios de plus de 10% de croissance sur les 30 dernières années pour Copar. Donc voilà, c'est Il y a eu un moment post-Covid d'un prix, les prix de l'occasion qui étaient pratiquement au même prix que du neuf, puisqu'il n'y avait oui, pas de véhicule disponible. exactement, ouais. C'est vraiment leur, C'est une entreprise qu'on peut le voir très performante. Euh, donc voilà, les vendeurs sont essentiellement c'est des compagnies d'assurance qui récupèrent les véhicules accidentés ou retrouvés après avoir été volés. Et les acheteurs, c'est des professionnels de l'automobile qui sont intéressés par le potentiel de restauration des cas les moins désespérés, on va dire, ou à défaut les pièces détachées, les matières premières, voilà, la ferraille, le plastique, etc. Donc voilà, Copar intervient entre ces deux acteurs, entre les compagnies d'assurance et les acheteurs professionnels, en qualité d'agent. Donc elle a tissé toutes ces années un beau réseau euh, auprès de ses fournisseurs et ses acheteurs. Euh, donc, voilà, pour vous faut dire aussi c'est des rendements sur capitaux propres qui sont très élevés. Donc si je vais dans fiche société, euh, on voit le bilan ici. Euh, voilà, les marges, on peut voir que c'est des marges très élevées. Marge nette supérieure à 30%. Euh, marge EBIT supérieure à 37% estimée pour c'est 2024. fou des marges aussi élevées. Ouais. Là, justement, c'est un business CAPEX light. On peut voir la CAPEX sourcée à 12%. C'est bien établi, c'est leader sur son marché. Ouais. Pour des rentabilités sur capitaux propres à 20% par an. Donc 20%, là 22%, 26%, 29%. Puis si on regarde, on peut voir les 10 ans de passé. Hein, donc si on remonte dans le passé aussi, 23%, 22%, 2014, 2015. Voilà, historiquement, c'est une société qui a des marges élevées. Non seulement elles sont élevées, mais elles augmentent. Et elles augmentent de manière linéaire. On peut voir aussi, si on passe en trimestriel ici, les marges. Et on peut voir que c'est des marges qui sont bien. Là, il y a un pic en 2016, mais sinon, c'est exceptionnel. Il y a peut-être une acquisition, il y a peut-être eu quelque chose, mais voilà, c'est des marges très concentrées autour des marges nettes entre 30 et 35%, marge EBIT entre 35 et 40% sur les derniers trimestres. Donc, ça fait partie des sociétés avec les plus faibles volatilités. Si on regarde son bilan, hop,
ouais, vous avez une croissance régulière de son free cash flow, euh, une dette. Donc elle est en endettement net négatif, c'est-à-dire qu'elle a plus de trésorerie que de dette. Euh, donc un levier financier qui est négatif. Là, ça signale une très belle société. Donc là, on peut aller un petit peu plus loin. Donc là, c'est prévision des analystes. C'est toutes les, à la fois la croissance, le compte de résultat, le bilan comptable et le flux de trésorerie, le tableau de flux de trésorerie sur le passé et les prévisions futures par les analystes. Mais aussi, vous avez toutes les données passées ici, plus travaillées, en ayant beaucoup plus de chiffres. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est En fait, nouveau. il y avait les données passées et les prévisions des analystes passés et futurs. Et maintenant, vous avez carrément les données brutes publiées par l'entreprise sur les derniers exercices. Exactement. Donc vous avez voilà, le compte de résultat, et on peut aller très loin, vous avez toutes ces données, dépenses marketing, dépenses publicité, ça rentre vraiment dans le détail, les charges d'intérêt, etc. Le bilan, pareil, vous avez énormément de données. Ouais, Nous, c'est ce qui nous extrêmement intéresse, complet. ouais, on va regarder. Nous, ce qui Lesquels nous qui intéressait, t'intéressent c'est le plus? le RE, on en a parlé, le RE, les marges, c'est total dette ou total capital par exemple. Voilà, on peut voir ici la dette qui baisse, les marges, si j'enlève la dette, hop, les marges qui montent sur le long terme, et une rentabilité des capitaux propres qui a toujours été au-dessus des 20%. Donc ça, c'est des critères de qualité, et donc c'est une entreprise voilà, typiquement de qualité. Après, une fois qu'on sait que c'est une entreprise de qualité, on comprend pourquoi, parce que c'est un business récurrent, parce que c'est les plateformes, parce que c'est les leaders du marché. Il s'agit de comprendre aussi la valorisation, donc on peut aller dans les ratios de valorisation, ici dans valorisation, et vous avez tous les ratios utiles, le PER, le price book, le earning growth, le free cash flow yield, voilà, beaucoup de choses. Donc on voit que c'est une société qui se paye assez cher parce que justement elle a prouvé depuis plus de 30 ans sa résilience, sa croissance. C'est une société qui fait partie des chouchous de la cote, mais qui le mérite. Voilà, donc vous avez Et elles l'évolution. sont mises à jour trimestriellement après chaque publication. Ces notes-là, elles sont mises à jour tous les jours. Ok. Toutes les notations, elles sont mises à jour tous les soirs, parce qu'en fait, forcément, bah, le cours bouge, donc ça fait Oui. bouger aussi le PER, ça Oui. fait bouger, etc. Donc c'est mis à jour tous les jours. Et la plupart des données sont mises à jour tous les jours. Là, vous avez les données en direct pour les cotations sur cette valeur. Voilà, vous avez le consensus des analystes aussi, si vous voulez vous aider. Est-ce que les analystes sont plutôt acheteurs, accumulés ou à conserver sur la valeur? Donc on voit qu'il y a un gros consensus positif sur la valeur. Soit il n'y a personne qui a à vendre ou à alléger, et un objectif de cours moyen qui est à 10% au-dessus du cours actuel. Alors, petite question, Tommy, parce que je dis souvent à des lecteurs et notamment des débutants qu'il faut faire attention au consensus des analystes, notamment sur des petites valeurs peu suivies, et puis surtout sur tout ce qui est micro-cap ou même valeur biotech. Oui. Quand en fait tu parles du consensus des analystes et qu'on a 8, 10, 12, 15 grosses sociétés d'analyse, ça nous donne en fait un état d'esprit, une direction, mais voilà, c'est peut-être un outil à mettre de côté, à moins utiliser, sur lequel moins se focaliser quand on fait des small et des biotech, quoi. Exactement. Je partage totalement ton avis sur ça, c'est-à-dire que une biotech, ou enfin les small caps, en fait, on va être très peu suivis. Il va peut-être avoir que 1, 2 ou 3 analystes. Donc forcément, il y a beaucoup moins d'avis. Donc vous avez plus de chances d'être juste. Il y a 40 personnes qui réfléchissent sur le sujet par rapport à 2 ou 3 personnes qui réfléchissent sur la valorisation. Donc vous avez des données qui sont plus fiables. Ici, sur une valeur, on peut voir qu'il y a 11 analystes sur la société, ici. Donc on peut voir déjà, d'une part, c'est plus fiable par rapport à ça. Ensuite, on peut aussi regarder qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on comprend le business model en fait. Sur l'objectif de cours, on peut voir qu'il y a une faible dispersion.
C'est-à-dire que le plus bas, il est à moins 3%, le plus haut, il est à 20%. On peut voir qu'il y a certaines valeurs, peut y avoir 60% d'écart en fait entre les deux. Il y en a un qui est à moins 30 et l'autre qui est à plus 30. Oui, puis Là, c'est sur pas le des cas. petites valeurs, il faut le dire, hein, Mm. parfois le seul analyste qui suit la valeur, c'est une société d'analyse qui a été payée par le board de la valeur pour faire une analyse et nous donner parfois des objectifs de cours à plus 50, plus 100 ou plus 200%. Ça peut arriver, ouais. C'est sûr que investir sur les small caps, c'est plus risqué. Euh, pour ces raisons-là, entre autres aussi, parce qu'en fait, vous avez moins de données, souvent plus récentes, puisque c'est une small cap. Et puis, euh, et puis voilà, vous avez moins de personnes qui travaillent dessus. Vous pouvez avoir une certaine, euh, comme tu l'as dit, une société qui paye en fait une société pour l'analyser. Donc c'est un peu biaisé aussi le rapport en fait, un peu biaisé. Ouais. Ensuite, vous Alors, avez, ouais. oui. Oui, non, non, continue avec les informations de la fiche valeur. Après, moi, j'aimerais savoir si on peut rajouter un peu de granularité dans la liste pour encore affiner un petit peu, pour Ah oui, tirer un petit peu en direction des fameux Momentum Picks, même des pour portefeuilles, donner la recette secrète, ou des portefeuilles zone bourse. des portefeuilles zone bourse qui sont très performants. Là, sur le portefeuille zone bourse, par exemple, l'USA, on surperforme le S&P 500 sur 10 ans. Oui. Donc c'est plutôt bien par rapport à l'ensemble des sociétés de gestion. Ah bah Euh, quand on sait que selon l'étude Spiva qui est sortie fin 2023, 95% des sociétés de gestion qui sont payées grassement par leurs clients font moins que leur indice de référence, il est vrai que c'est très important et bravo à vous de surperformer l'indice de référence. c'est gentil, mais en fait, je dirais que c'est surtout en fait grâce à des outils qu'on utilise. Oui, Parce qu'en fait, les outils, ça permet non seulement de gagner beaucoup de temps, mais aussi d'éliminer certains biais psychologiques. On a tendance, en fait, quand on fait de l'analyse fondamentale, ce qui, je vous conseille de faire aussi par ailleurs, en plus de faire une analyse quantitative, hein, mais on peut avoir un certain biais si on accroche avec l'histoire de la société, si on dit, OK, je comprends la thèse d'investissement, etc. En fait, on peut être biaisé aussi par l'histoire qu'on se raconte ou que le marché se raconte par rapport à la société en ce moment. On peut voir que les histoires dans le temps varient énormément. On a vu Tesla, on a vu toutes ces histoires-là. Donc il y a aussi des mirages qui peuvent s'effondrer. Donc c'est important aussi de se raccrocher à des fondamentaux, à des choses solides, comme ce qu'on a vu, les facteurs qualité, comme des données quantitatives très précises. Euh, voilà. Euh, et en l'occurrence, par exemple, on peut mixer la qualité avec le momentum. Le momentum, il y a plusieurs types de momentum. Ça peut être une variation sur les 6 derniers mois. Ça, c'est les travaux de cartes en l'occurrence qui ont mis en avant la surperformance. Donc, si on mixe dans notre univers qualité de 129 sociétés, donc déjà on a restreint énormément la qualité. Donc, on peut voir que vous avez des valeurs qui ont bien performé sur les 6 derniers mois. Il y a des chances, il y a plus de chances en tout cas, qu'elles surperforment sur les 6 mois qui suivent. c'est un peu tout le concept de ce que j'essaie de répéter Avec au le trend quotidien following. avec le trend following, Ouais. c'est on achète cher pour revendre encore plus cher. La probabilité de faire un gain est plus importante sur une valeur haussière que sur une valeur baissière. La probabilité de faire un gain est plus importante sur une société qui casse son plus haut à 3 mois, mais également encore plus haute sur une valeur qui casse son plus haut annuel et encore plus haute sur les valeurs qui cassent leur plus haut historique. Tout à fait. Et c'est difficile en fait quand on est investisseur d'acheter sur un point haut et c'est un peu l'inverse de ce qu'on fait dans la vraie vie. Dans la vraie vie, on cherche les promotions, on cherche à acheter quand il y a moins 30%. Et en l'occurrence, quand une boîte perd 30% en bourse, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est 30% soldée. Ça veut peut-être dire En que fait, en fait, ouais. les fondamentaux se sont dégradés, il y a une mauvaise publication, un profit warning, il y a quelque chose qui est en train d'être cassé peut-être dans la société. Donc, est-ce que c'est une opportunité ou au contraire une value trap? Donc, c'est aussi la difficulté et c'est ce que permet aussi une stratégie momentum combinée une stratégie qualité. Ce qu'on applique avec les portefeuilles zone bourse, on va regarder ce momentum, on va regarder cette qualité. Voilà. J'ai l'impression que ce qui est gagnant en bourse est compliqué parce que c'est simple. J'en arrive de plus en plus à cette conclusion, c'est-à-dire que
Pour un jeune débutant qui ne souhaite pas forcément faire du stock picking et qui va faire de l'ETF, en achat mensuel programmé en DCA, bah, en fait, ce qui est difficile, c'est la simplicité de se tenir à son DCA et de ne rien faire. Pour quelqu'un qui fait du momentum, bah, ça va être d'acheter simplement des valeurs qui cassent des plus hauts annuels ou historiques. Pour quelqu'un qui fait de la qualité, ça va être tout simplement de rester cantonné à ses critères de qualité prédéfinis et de ne pas sortir de son champ d'application. Exactement, quand on a trouvé une stratégie qui marche, en fait, euh, il faut y rester tout simplement. Quelque chose qui marche sur le long terme, qui marche depuis, comme on l'a vu, depuis près d'un siècle, il y a de fortes chances que ça marche encore quelques années. Toute la difficulté, c'est de rester investi sur des belles boîtes de qualité, parfois qui sont ennuyeuses. Parfois, c'est pas forcément la chose la plus excitante à faire, mais voilà, c'est rarement les modes qui continuent de marcher. C'est plutôt les, les, les choses qui marchent historiquement qui continuent de marcher. Voilà. Alors, j'ai une petite question d'un lecteur qui dit: tu fais donc du momentum et de la qualité, euh, mais pas de value. C'est vraiment pas votre. Si, on regarde toujours la valorisation, bien sûr. Ouais. Ça serait fou de ne pas regarder la valorisation. Si on prend en compte la valorisation, on préfère tout de même investir dans une entreprise de qualité à peine un peu plus chère que le marché, plutôt que Ce d'investir qui dans est rare et une. cher, en quelque Ce sorte. qui est rare et cher, ouais. Euh, en l'occurrence, mais voilà, ouais, on préfère une entreprise de qualité. Ça, c'est une démonstration de Terry Smith aussi qui a montré que, en fait, si vous investissez dans une entreprise qui a 20% de rochers par an et qui réinvestit tous ses bénéfices dans sa croissance, ben, vous allez surperformer, même si vous l'achetez 2 fois plus cher qu'une entreprise qui a une faible rentabilité, justement. Donc la qualité, à long terme, prime sur la valorisation. C'est aussi, on en tient compte dans les notes. Par exemple, la note trader prend en compte la revalorisation d'un titre, là où la note investisseur va privilégier davantage les fondamentaux, puisque c'est ce qui compte à long terme. Voilà. On a un lecteur qui dit: serait-il possible de faire un croisement, mais je sais que c'est possible, des ratios entre analyse fondamentale et signaux d'analyse technique? Il me semble que dans le screener, vous Oui, avez la possibilité d'avoir les signaux techniques en plus. exactement. Ouais. Donc là, je vous ai présenté des critères de qualité, il y en a beaucoup, et beaucoup vont arriver aussi. Et ensuite, vous avez des critères techniques. Donc là, vous voyez le Donc RSI, c'est les écarts Bernard de qui posait cette Bollinger, question-là. les tendances, les variations, etc. Donc des critères, on peut rajouter par exemple la tendance à court, moyen et long terme, donc 3 mois, 6 mois, 9 mois. Je veux qu'elle soit positive. Hop. Donc là, on fait vraiment notre critère, notre filtre momentum sur les tendances. Et là, on peut voir, voilà, vous avez des sociétés qui ont été analysées d'ailleurs sur Zone Bourse par ailleurs. Technoglass, Majormeter, voilà, c'est des très belles sociétés qui montent bien en bourse en ce moment. Il y a une belle vision des bénéfices. Voilà. On va voir. Donc là, on peut naviguer de page en page, comme ça avec les flèches, et ensuite venir rentrer sur Monolithic, Power System, et venir analyser la société. Ses notations, par exemple, ses points forts, ses points faibles, la synthèse ici, son agenda de publication, les prochaines dividendes que vous allez recevoir ici, page dividende. Voilà, il y a beaucoup de choses. Et ce que j'aimerais juste finir par un point, c'est aussi tous ces filtres qualité. Si vous avez un doute, vous pouvez les retrouver en fait dans mes listes. Vous avez des listes de styles d'investissement de zone bourse qui, justement qui proposent déjà des facteurs d'investissement. Donc vous avez la croissance, la valeur, si vous êtes attaché à la valorisation, Tout ça, c'est les compris dans dividendes, l'abonnement Zone Bourse? tout ça c'est compris dans l'abonnement zone bourse. Ouais. D'accord. Donc voilà. Et en l'occurrence, vous avez la qualité ici, donc une liste qui a été créée par Nintagil. Vous avez le momentum. Vous pouvez venir aller mixer ces deux sociétés, ces deux styles, pardon, qualité momentum ou qualité faible volatilité dans le screener. Une fois que vous êtes dedans, vous pouvez venir exporter. Par exemple, si je vais dans qualité, hop, là vous venez exporter dans le screener le résultat de la recherche. Vous avez toutes les zones géographiques. Vous pouvez voir ça surperforme en Europe. Si je mets dans le monde, voilà, la Donc qualité. en fait, Donc fonction ici, des surperforme. préférences de chacun, vous avez créé les listes avec les valeurs qui sont dedans. Donc les gens peuvent choisir soit de suivre le style, soit d'aller piocher en fait dedans.
Ah là, on est sur quoi là, par Là, exemple? c'est sur la France, par exemple. Donc là, vous avez une petite liste très courte en fait d'entreprises de qualité. Ok. Donc vous avez Dassault Systèmes, Hermès, Sanofi, voilà, c'est des entreprises qui sont, je dirais pas qui se reprend bien dernièrement. C'est des Mhm. entreprises qui sont bien gérées, rentables, profitables. Ah oui, Euh, c'est le critère par zone géographique. Ok. ouais, c'est ça. Là, Ouais, c'est on a énorme. filtré. Et donc là, après, on peut basculer sur Screener. Je voulais vous montrer aussi une autre liste. C'est la liste qualité à prix raisonnable. Parce que si vous voulez mixer qualité justement et valorisation, vous avez une liste qui est toute prête qui s'appelle la liste CARP pour qualité à prix raisonnable. Tu avais fait un article là-dessus. Oui, ouais. Et voilà, vous avez aussi la croissance à prix raisonnable. Vous avez aussi des listes sur les dividendes king, c'est des entreprises qui versent des dividendes depuis 50 ans, Ouais. euh, des dividendes mensuels. Vous avez un petit peu le trend following, je sais que tu aimes bien ça. Ouais, je l'ai mis en avant cette semaine. Voilà, beaucoup de sélections. Ouais, donc c'est un outil qui est, à mon sens, indispensable pour un investisseur, à la fois pour gagner du temps, euh, pour euh, passer outre ses biais psychologiques et s'accrocher à des faits, et puis venir analyser en profondeur une société avec les fiches valeurs. Les listes que tu viens de montrer, elles se mettent à Oui, jour toutes seules en fait. elles se mettent à jour tous les jours, ouais. Tous Justement les sur jours. ces notations Zonebox. Bah oui, en fait, vous Ouais, mettez vos critères et puis ça fait vous mettez vos critères et ça fait tourner le screener dedans et ça met à jour la liste sur toutes les zones. oui, ouais, c'est ça. Vous pouvez même venir choisir, par exemple, si vous avez des thématiques ici, investissement dans les thématiques. Voilà, ou Alors, si vous voulez. il y a Nivek qui dit, y a-t-il une API pour automatiser la récupération du résultat du screener et pouvoir la traiter par intelligence artificielle? Euh, En fait, Ça va Nivek, peut-être arriver sur Zonebox directement, on pourra le bah traiter oui, plus Zonebourse intelligemment. en fait paye déjà des données de la planète entière qu'ils retraitent eux-mêmes avec l'ensemble des outils qu'ils viennent de vous mettre là. Euh, donc en fait, je vois pas trop là-dessus ce qu'une intelligence artificielle pourrait faire de mieux. Une intelligence artificielle ne fait pas de la magie, hein. Ici, en fait, on trie avec des styles, avec des critères qui sont déjà complètement prédéfinis. Tout à fait. Mais vous essayez de travailler un petit peu de plus en plus avec l'intelligence artificielle, en tout cas. Exactement, on essaie de l'inclure. Par exemple, un outil qui va arriver, c'est aussi sur les transcripts. Donc, on récupère tous les transcripts des sociétés, donc Ouais. c'est-à-dire tous les conference calls avec les analystes, avec le discours voilà, du management et les questions-réponses avec les analystes. Et on Mhm. va pouvoir venir identifier les mots-clés, si le transcript est plutôt positif, négatif, euh, combien de fois il parle de l'IA, combien de fois il parle d'un profit warning, etc. Donc, on va analyser un transcript et gagner beaucoup de temps aussi sur ça. Alors, j'ai des lecteurs qui disent on a hâte qu'il y ait une promotion sur Zone Bourse pour pouvoir s'abonner à ces beaux outils. Bah, ça tombe bien, je vous l'affiche. En ce moment et pour quelques jours encore, il y a 40% de promotion chez Zone Bourse sur les abonnements annuels. Donc, n'hésitez pas à prendre en photo le QR code que vous voyez ici sur l'écran. Et, euh, et on mettra également le lien vers cette promotion sous la vidéo et dans les communications qu'on va faire autour de, de la vidéo d'aujourd'hui. Julien dit, est-ce que l'accès à ces données est dispo avec l'abonnement Access ou faut-il Premium? Est-ce que tu peux répéter la question? Est-ce que l'accès au screener et à ces listes est-il dispo avec l'abonnement Access ou faut-il le Premium? Alors l'abonnement Access permet d'avoir accès aux listes. Par contre, pour avoir le screener, donc il y a une version limitée, on va dire, pour Ok. les membres qui ne sont, qui sont pas payants. Mais si vous voulez venir jouer un petit peu, il va falloir avoir un abonnement du coup premium pour euh, pour venir En fait, voilà, filtrer, trier ces sociétés. si vous avez juste un essai, une envie, un petit test à faire, vous pouvez y aller gratuitement. Et c'est ce que permet Zone Bourse surtout, hein, de voyager sur le site et de glaner quelques infos gratuitement. Après, si vous devenez un utilisateur un peu plus aguerri, que vous voulez toutes les news, toutes les cotations, utiliser Screener régulièrement, etc., bah, étant donné qu'il y a un coût énorme de gestion, de captation de toutes ces données et de retraitement de ces données, bah, à ce moment-là, vous pouvez donc prendre l'accès à Zone Bourse. Il est 11h54. On va devoir finir dans quelques instants. Est-il possible d'exporter ces listes quand on est dans les listes thématiques?
Il me semble, oui. Euh, alors les listes personnelles, les listes thématiques, ici on peut les exporter en screener, mais on peut, il me semble qu'il faut faire une liste personnelle ensuite qu'on peut exporter. Euh, Si je vais dans ici liste, il me semble que je sais plus si je peux l'exporter. Alors, il y a un abonné qui demandait si c'est moins 40%, c'était pour les anciens ou les nouveaux. À mon avis, si vous allez sur le site et que vous êtes logué et que vous cliquez sur cette promotion, vous verrez. Mais tu le sais, toi, Tommy? C'est pour Non, tous les clients? sur ça, je sais pas. D'accord, ok. Tommy est spécialiste des screeners, hein. Oui. Dernière question, les Momentum Peak, ta fameuse sélection qui surperforme le marché, on la trouve comment sur Zone Bourse? Il y a un article qui est publié tous les trimestres, le premier de chaque trimestre, donc le 1er Ok. octobre. Donc Voilà. on tape Momentum Peak dans Google et on devrait les trouver relativement facilement. C'est ça. Et il y a Ok, aussi les portefeuilles zone bourse qui sont réplicables et qui offrent une plus grande diversification. Euh, exactement. Portefeuilles qui ont 15 ans maintenant. Et d'ailleurs, Zone Bourse est un des seuls médias français à avoir mis la trésorerie de son entreprise dans des comptes titres qui sont affichés en temps réel. C'est pas juste on vous dit acheter ci ou acheter ça, c'est la société Zone Bourse avec sa propre trésorerie a mis de l'argent sur le marché et vous montre ce qu'elle fait grâce au travail de ses analystes. On n'est pas ouais, c'est ça, c'est sur des du portefeuilles réels. virtuel. Ouais. Ouais. Exactement. Tommy, merci beaucoup de ta Merci à toi. présence, de toutes ces informations, de partager avec nous de toute cette culture autour du screener, de la qualité de tes recherches. Ce sera avec grand plaisir qu'on te retrouvera sur les réseaux sociaux, également dans ma newsletter dans laquelle tu passes tous les ans. Et puis, j'espère aussi te retrouver au sommet de l'investisseur dans l'édition de l'année prochaine. Avec plaisir. Merci à toi, Nicolas. À très bientôt, À Tommy. très Ciao, bientôt. ciao. Merci à vous. Au revoir.